Bonjour à tous, une lecture commentée de la suite du polycopié sur l'intégration. J'ai rajouté quelques indications de démonstration pour que ce soit plus facile à suivre, que les explications orales soient plus faciles à suivre sur ce qui est écrit. Je mettrai aussi sur ma page en ligne la version à jour de ce poly avec les indications de démonstration. Donc on s'est quitté sur la définition de l'intégrale d'une fonction qui utilise l'évaluation aux deux bornes extrémales de grand F, une primitive de la fonction. Dans toute la suite, sauf indication contraire, grand F désignera une primitive de la fonction. Donc on s'est intéressé au théorème fondamental de l'analyse qui dit que quand je fais l'intégrale d'un point fixe à x de la fonction, on obtient une primitive de la fonction. J'ai appelé ici grand F, une primitive qui s'annule en A, et si je change le A ici, j'obtiens une autre primitive qui est juste décalée de celle-ci d'une constante. Je ne reviens pas sur tout ça qui a été développé en cours avant le concours blanc. Donc c'est l'objet du théorème 11.7. L'unique primitive de la fonction qui s'annule en A, c'est l'intégrale de A à x de la fonction. J'en viens aux propriétés, quelques propriétés générales avant de se lancer dans les techniques de calcul comme l'intégration par partie et le changement de variable, qui seront développés par ailleurs de manière isolée dans d'autres vidéos explicatives. Là, quelques propriétés générales qu'il faut vraiment simplement avoir bien comprises, suffisamment bien comprises pour les avoir en tête. D'une part, une propriété de Chasles que vous avez déjà rencontrée en terminale en principe. Donc si on fait l'intégrale d'une fonction d'une borne à une autre, je peux couper mon intervalle en deux, en un point B par exemple, là, entre A et C. Et l'intégrale entre A et C, c'est l'intégrale entre A et B plus l'intégrale entre B et C. Donc imaginez-vous toujours un petit dessin, je n'ai pas fait un dessin pour chacune de ces propriétés. Un petit dessin, vous avez l'air sous la courbe entre A et C. Vous coupez en B, évidemment les airs entre A et B et entre B et C s'additionnent pour donner l'air sous la courbe entre A et C. La démonstration est extrêmement simple. Il s'agit d'écrire l'intégrale sur AB plus l'intégrale sur BC. Ça fait f de b moins f de a pour la première, f de c moins f de b pour la deuxième. Évidemment, les f de b s'annulent quand on somme ces deux choses-là et on obtient bien f de c moins f de a, c'est-à-dire l'intégrale entre a et c. Une petite propriété de linéarité qui est très classique également. L'intégrale de f plus g, c'est l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Même chose quand je multiplie par une constante, la constante sort entre guillemets en facteur de l'intégrale. Et la démonstration est immédiate si on utilise le fait que la primitive de f plus g, c'est grand F plus grand G, où grand F c'est une primitive de f et grand G c'est une primitive de G. Et dans ce cas-là, évidemment, si on regroupe les f et qu'on regroupe les g, on voit qu'on a bien l'intégrale de f et l'intégrale de g. Même chose avec la multiplication par une constante, une primitive de lambda f, c'est lambda fois une primitive de f, et le lambda se met en facteur. Voilà, donc aucune difficulté sur ces petites propriétés. Vous pouvez les voir fonctionner sur des exemples très simples. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour faire un petit calcul. Calculer deux fois l'intégrale de x carré entre 1 et 2. Vous verrez que ça fait l'intégrale de 2 fois x carré entre 1 et 2. Voilà, une propriété très visuelle également, une propriété de positivité. Si je fais l'intégrale d'une fonction positive entre deux bornes a et b, bien sûr a est toujours situé à gauche de b, hein, pour on ait bien le droit de parler de l'intervalle AB. Donc l'intégrale de A à B d'une fonction positive donne un résultat positif. Ça, c'est un tout petit peu moins évident à démontrer formellement. Ça passe par le théorème des accroissements finis qu'on applique à grand F, donc la primitive qu'on a choisie de petit f. La valeur f de b moins f de a par théorème des accroissements finis, c'est égal à b moins a fois la dérivée en un certain point entre a et b. Et la dérivée en ce point, c'est justement la valeur de petit f en ce point-là, vu que grand F, c'est une primitive de petit f. Et comme petit f a des valeurs toujours positives, ben cette quantité-là est positive. Ça a quelques corollaires intéressants. D'une part, propriété de croissance. Prenez deux fonctions, l'une plus petite que l'autre, alors les intégrales sont classées dans le même ordre. L'intégrale entre a à b
de f est plus petite que l'intégrale entre a et b de g si f est plus petite que g. Il suffit d'appliquer la propriété de positivité qu'on vient de voir avec g moins f. Une remarque à ce stade-là qu'on aurait pu faire avant aussi, si jamais je suis en train de définir une intégrale entre deux bornes qui ne sont pas classées dans l'ordre naturel, donc l'intégrale de b à a de f, c'est tout simplement l'opposé de l'intégrale de a à b de f. Donc en gros, les aires parcourues de droite à gauche sont comptées négativement, tout comme les aires entre l'axe et une fonction négative est comptée négativement dans une intégrale. On en a parlé avant le concours blanc. Un théorème de stricte positivité qui va être très intéressant et très utile. Vous le retrouverez jusqu'à la fin de l'année prochaine dans les problèmes d'algèbre bilinéaire de deuxième année. Le théorème de stricte positivité, c'est si vous avez une fonction continue qui a le bonheur de prendre au moins une valeur strictement positive, donc une fonction positive mais qui est pas nulle, c'est-à-dire qui est parfois strictement positive, alors son intégrale, l'intégrale entre a et b, va être strictement positive. Donc on se convient très facilement sur un dessin, et puis j'ai aussi écrit formellement la démonstration qui nécessite l'utilisation de la définition de la continuité. Donc sur un dessin, vous avez une fonction là qui est positive et qui est strictement positive par exemple au point x0. Alors comme elle est continue, si elle vaut y en ce point-là, elle vaut forcément plus que par exemple y sur 2 autour. Donc il y a tout un intervalle là où la fonction est plus grande que y sur 2. Et donc en particulier cette fonction-là, elle est au-dessus du rectangle que j'ai grisé là sur le dessin. Et ce rectangle grisé là, c'est une surface strictement positive, donc qui est inférieure à l'aire sous la fonction. Toute la partie avant est positive parce que la fonction prend des valeurs positives, la partie d'après également, et puis la partie d'ici dépasse tout simplement l'aire grisée. Donc ça utilise de manière très forte la définition de la continuité en x0 qui dit que si j'ai une certaine valeur strictement positive en x0, alors sur un intervalle autour de x0, ma fonction prend des valeurs plus grandes que, par exemple, y sur 2. Je peux prendre n'importe quelle valeur strictement comprise entre 0 et y. Et ensuite, on coupe l'intégrale en 3, et sur la partie centrale, on sait qu'on est minoré par une quantité strictement positive. Voilà, évidemment, ce résultat a le même genre de corollaire que le résultat de la positivité. La stricte croissance, c'est-à-dire vous prenez une fonction f strictement plus petite qu'une fonction g. Alors dans ce cas-là, les intégrales sont strictement dans le même ordre également. Il suffit d'appliquer le théorème qui précède avec la fonction g moins f, qui est strictement positive. Et puis, une autre version, c'est très utile également. Prenez une fonction, par exemple, toujours positive, donc toujours supérieure ou égale à 0, donc vous savez que l'intégrale est nulle, alors la fonction est obligatoirement nulle partout. Donc ça, c'est exactement la contraposée du théorème ci-dessus. Si la fonction n'était pas nulle partout, il y aurait une valeur où elle serait strictement positive, et dans ce cas-là, on aurait une intégrale strictement positive. Donc ça utilise le fait que l'intégrale d'une fonction positive est positive, et on ajoute maintenant l'intégrale d'une fonction positive est nulle si et seulement si la fonction en fait est identiquement nulle, bien sûr dans le cas d'une fonction continue. Ce que j'ai fait avec strictement positif marche également avec strictement négatif. Si vous avez une fonction toujours négative dont l'intégrale est strictement négative, c'est que la fonction n'est pas identiquement nulle. Voilà, une dernière propriété, un théorème important qui s'appelle théorème de la moyenne et qui en fait est juste une espèce de généralisation de l'inégalité triangulaire. Donc la valeur absolue de a plus b, c'est plus petit que la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b. Et on en a discuté, une intégrale, on peut vraiment imaginer ça comme une somme infinie de plein de petites aires sous la courbe. Et en fait, la valeur absolue d'une intégrale est toujours plus petite que l'intégrale de la valeur absolue de la fonction. Donc ça, c'est très facile de s'en convaincre. C'est une fonction qui éventuellement change de signe. Son intégrale compte un coup en positif, un coup en négatif.
Et si je fais l'intégrale, donc si j'additionne les parties positives et les parties négatives, ça se compense un peu, et donc je tombe toujours sur une valeur plus petite que si tout comptait en positif. Donc ça, c'est la manière, disons, heuristique de s'en convaincre. Et alors, on peut le démontrer très facilement, comme d'habitude, quand on veut montrer qu'une intégrale, pardon, qu'une valeur absolue vérifie une certaine propriété, eh ben, on va le faire pour la quantité qui est à l'intérieur et son opposé. Parce que la valeur absolue, c'est l'un des deux. Donc on va montrer que l'intégrale de f est plus petite que l'intégrale de la valeur absolue, et l'opposé de l'intégrale de f est aussi plus petite que l'intégrale de la valeur absolue. Et ça, il suffit d'appliquer les théorèmes de croissance qu'on a mentionnés au-dessus, avec f qui est plus petite que valeur absolue de f, et moins f qui est plus petite que valeur absolue de f. Donc là, on a les deux inégalités, l'une pour l'intégrale, l'autre pour l'opposé de l'intégrale, et donc la valeur absolue de l'intégrale de f est plus petite que l'intégrale de la valeur absolue de f. Donc ça, c'est très utile dans toutes les majorations qui parlent d'intégrale, de pouvoir rentrer le signe, le symbole valeur absolue, entre guillemets, à l'intérieur de l'intégrale. Voilà, je m'arrête là pour ces propriétés. Les propriétés à suivre, c'est la propriété d'intégration par partie qui sera développée, qui est développée dans une vidéo explicative à part entière, et la propriété de changement de variable de la même manière, qui vous sera fournie ultérieurement.